Bonjour, je suis Édouard Escarona, vous écoutez Making of, le podcast qui vous plonge dans les coulisses du reportage à Ouest France. Dans cet épisode, nous allons vous emmener au bout du monde, sur un petit coin de terre perdu au milieu de l'Atlantique, plus précisément sur l'île de Sainte-Hélène, à 2000 km des côtes africaines et à 3000 de celles du Brésil, un endroit rendu célèbre par l'exil de Napoléon d'octobre 1815 à sa mort le 5 mai 1821. Michel Derrien, rédacteur en chef délégué à Ouest France, s'est rendu sur place voilà quelques jours, un périple que nous avons eu envie de vous raconter. Bonjour Michel Derrien. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous avez eu envie il y a quelque temps d'aller en reportage à Sainte-Hélène. Comment vous est venue cette idée saugrenue ? C'est pas une idée saugrenue d'abord d'aller à Sainte-Hélène parce que... Pourquoi aller à Sainte-Hélène d'abord ? Parce que je suis historien de formation et quand on fait de l'histoire, on a croisé Napoléon un jour et Napoléon, comme tout le monde le sait, est mort à Sainte-Hélène. Et je me suis dit un jour, s'il y a un endroit où aller faire un reportage éloigné du monde, c'est Sainte-Hélène. Et donc j'ai eu l'occasion d'aller à Sainte-Hélène et j'ai accepté de faire ce reportage volontiers. Alors c'est difficile d'atteindre Sainte-Hélène sur ce rocher perdu dans l'Atlantique. Il faut déjà organiser ce voyage. Comment vous êtes organisé ? Alors c'est effectivement très compliqué d'aller à Sainte-Hélène. La chance, c'est qu'il y a depuis un an un tour opérateur français qui s'occupe d'organiser les voyages. Donc, parce qu'on n'y va pas directement comme ça. Pendant des années, des décennies même, on ne pouvait atteindre Sainte-Hélène que par bateau. Il fallait 15 jours de traversée. Le bateau partait de Cardiff, faisait une escale à Tenerife aux Canaries, et puis je accostais sur cette île, accostais même pas parce qu'il y avait pas de quai. Donc posait un ancre et des navettes ramenaient les passagers sur l'île. C'est une île qui est située à 2000 km des côtes africaines de la Namibie et 3000 km du Brésil. Donc un rocher, quoi, perdu au milieu de l'Atlantique. C'est un rocher, il n'y a que 2 plages, et encore c'est des plages qui sont battues par des vagues assez importantes, donc difficile d'y accéder. Dans 122 km², un relief très accidenté. Oui. On va parler tout à l'heure de votre arrivée sur place, mais d'abord racontez-nous ce voyage. Donc vous partez de France, vous faites une halte à Johannesburg. Depuis 2 ans, il y a une ligne aérienne qui relie l'île à l'Afrique du Sud, au départ de Johannesburg, effectivement. Donc pour aller à Sainte-Hélène, il faut prendre un vol Paris-Johannesburg, coucher à Johannesburg parce qu'on ne peut pas choper la correspondance, attendre le lendemain matin et prendre un nouveau vol qui relie donc Johannesburg à Jamestown, qui est la capitale de l'île. Le problème, c'est que c'est pas un vol direct, il faut faire du kérosène en Namibie, et c'est un vol qui n'est pas sûr. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé cette aventure, c'est à 1 heure de l'île, on a fait demi-tour parce que les conditions météorologiques n'étaient pas favorables. Il y a des vents violents et donc l'atterrissage n'est pas garanti. Donc au moindre soupçon, l'avion fait demi-tour. Alors c'est assez récent que l'île soit dotée d'un aéroport ou d'un aérodrome, je ne sais pas quelle est la taille de cet aéroport. Donc il a fallu 5 ans pour le construire dans des conditions pas faciles puisque le terrain est assez accidenté. Aujourd'hui, Sainte-Hélène est un peu plus ouvert au monde qu'il n'était auparavant. Plus accessible, plus rapidement on va dire. Encore que dans mon cas, il m'a fallu attendre 4 jours avant d'avoir un nouveau vol. Il n'y a que durant l'été de Sainte-Hélène, qui est l'hiver chez nous, il y a 2 vols hebdomadaires. Sinon, le reste du temps, c'est un seul vol hebdomadaire. Il y a du monde dans ces avions ? C'est des avions Embraer de 100 places, mais en raison des circonstances pour pouvoir freiner, l'avion n'accueille que 76 passagers et avec une capacité maximum par passager de 20 kg de bagages. Alors qui sont ces passagers ? Ce sont des habitants ? Ce sont des touristes ? Il y a très peu de touristes. Ce sont d'abord des fonctionnaires. C'est une île anglaise, indépendante, mais néanmoins administrée en partie par Londres. Il y a des fonctionnaires britanniques, des habitants, des Héléniens, comme on dit, et puis quelques touristes, mais qui sont guère plus d'une quinzaine par vol. Alors pendant très longtemps, c'était une île qui était accessible que par bateau ? C'était un bateau postal qui venait d'Angleterre et qui ravitaillait les îles de l'Angleterre du sud, de l'Atlantique Sud. Parce qu'il y a une autre île importante, puisque c'est une base militaire, qui est l'île d'Ascension, qui est située à 1200 km au nord-ouest de Sainte-Hélène. Alors c'est assez sportif d'atterrir à Sainte-Hélène ?
Oui, on est beaucoup secoué. Quand on arrive, on voit l'île à l'approche, et puis la descente est très brutale, à tel point, moi, j'ai cru que c'était un moment un trou d'air, et l'avion a pivoté sur son axe à l'approche de la piste, et puis il est tombé lourdement, freine très très fort. Quand j'ai voyagé, j'étais avec une Hélénienne qui me racontait que la dernière fois qu'elle avait atterri, l'avion s'était posé, il avait tout de suite redécollé parce qu'il n'avait plus assez de pistes pour freiner. Donc, alors ça vous a obligé à rester combien de temps sur place du coup? Parce qu'il n'y a pas des rotations il y a une rotation par semaine. Voilà, donc je suis resté 8 jours. Avant d'y aller, vous êtes beaucoup renseigné sur cette île, vous l'avez dit, vous aviez une formation d'historien. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce reportage? C'est d'abord Napoléon, forcément. Napoléon donc a été exilé sur cette île au bout du monde. Cette île, à l'époque, elle n'appartenait pas à l'Angleterre. C'était une île privée qui appartenait à la Compagnie des Indes britanniques. L'Angleterre et la Compagnie des Indes britanniques faisaient le commerce entre l'Angleterre et les Indes, et c'était son point pour faire de l'eau dans l'Atlantique Sud. Le Cap, à l'époque, était hollandais, et la Hollande, les Pays-Bas de l'époque étaient en guerre avec les Anglais. Donc c'était le point de passage obligé. L'île recevait jusqu'à 2000 bateaux par an, ce qui faisait sa fortune d'ailleurs, pour pouvoir commercer avec l'Inde. Alors vous l'avez dit, Sainte-Hélène est sous pavillon britannique, mais c'est organisé comment sur le plan politique alors? Sur le plan politique, c'est une île qui est liée à Ascension. Ça s'appelle les territoires britanniques d'outre-mer. C'est une île qui a un conseil exécutif élu, mais qui est gouvernée par un gouverneur qui est nommé par la reine d'Angleterre pour 3 ans. Et la reine d'Angleterre, par exemple, n'est jamais allée? Pas celle-ci, en tous les cas. Je ne pense pas de mémoire qu'il y ait eu un souverain britannique. En revanche, le prince Andrew, où il est allé. Alors, quel intérêt pour le Royaume-Uni de conserver ce petit bout de terre? Le Royaume-Uni... pas grand-chose, on va dire, si ce n'est la fierté d'avoir un drapeau britannique brandi. Néanmoins, il y a quand même des choses. D'abord, c'est pas très très loin d'Ascension, qui est donc une base militaire importante britannique. Et puis c'est un port de relâche pour les bateaux de la Royal Navy qui croisent par là. Il y a souvent des bateaux français qui accostent aussi. La semaine dernière, il y avait un bâtiment de la Royal qui a fait escale là. Sinon, c'est une île dont le principal intérêt, c'est sa ressource halieutique. C'est un endroit où on pêche le gros et notamment le thon. Donc ça nourrit quelques pêcheurs locaux. Alors vous l'avez dit, c'est une île volcanique. Une île au relief très accidenté. Vous avez parlé tout à l'heure de la ville principale, c'est moins de 1000 habitants. Jamestown, c'est 900 habitants. L'île, au total, fait 4500 habitants. 4500 habitants, donc des gens qui parlent anglais? Qui ne parlent qu'anglais. Il y a 3 francophones sur l'île. 3 francophones sur l'île. Et donc, vous, quand vous êtes arrivé là-bas, vous aviez déjà une idée de vos reportages? Vous aviez préparé ça en amont? J'avais préparé ça en amont. L'idée que je m'étais faite, c'est... la première idée, c'est qu'est-ce qu'on fait à Sainte-Hélène quand on a 20 ans? C'est quoi la perspective d'un Hélénien? Et puis l'autre chose, c'était d'aller sur donc les lieux napoléoniens. Il reste la maison de Napoléon, où Napoléon est mort, Longwood House, où il était en détention. C'est une maison qui appartient à la France, qui est gérée par un consul honoraire, mais qui est un fonctionnaire du Quai d'Orsay, contractuel, et qui gère les 3 lieux napoléoniens de l'île. Une des 3 personnes qui parle français, donc? Une des 3 personnes qui parle français, c'est Michel d'Antoine Martineau, qui est un personnage très très important sur l'île. Ça fait 30 ans qu'il y est. Il est jeune, il a 55 ans. Mais on dit sur place que c'est le numéro 2 de l'île. Il a ses entrées partout. Il est connu comme le loup blanc. Il sait même, alors ce qui est un privilège, fait construire une maison parce que les étrangers, normalement, ne peuvent pas être propriétaires sur l'île. Alors comment il s'est retrouvé là-bas? Il a candidaté pour être là-bas? Alors, c'est une histoire assez compliquée. Michel d'Antoine Martineau était un enfant martyr. Qui, à 14 ans, a été envoyé par ses parents en pension. Il a vécu ça comme une libération. Il dit « Enfin, j'étais libre ». Il n'a connu aucun amour de ses parents, aucun amour parental. Et fou de littérature, alors qu'il se destinait à être horticulteur, il est tombé amoureux de Lord Byron et de son œuvre. Et il a écrit un jour au biographe de Lord Byron, qui se trouve être Gilbert Martineau, qui était le consul de Sainte-Hélène, le consul de France à Sainte-Hélène. Ils ont échangé une correspondance. Gilbert Martineau avait une maison à l'île de Ré. Il lui a dit un jour « Jeune homme, venez me voir. Je veux discuter avec vous ».
Et Martineau, qui avait une petite idée derrière la tête, parce qu'il il était en retraite et aucun fonctionnaire français ne voulait candidater à Sainte-Hélène. Il s'est dit, j'ai peut-être trouvé mon successeur. Et c'est ainsi qu'ils se sont liés d'amitié. Il a invité Michel d'Ancoine sur l'île de Sainte-Hélène, et l'autre est tombé, alors qu'il ne connaissait rien de Napoléon, est tombé fou amoureux de Et ça fait combien de temps qu'il est là-bas ? Ça fait 30 ans qu'il est là-bas. 30 ans qu'il est là-bas, et donc son boulot, c'est de veiller sur la maison. Ah oui, mais le problème, c'est pas que veiller, c'est-à-dire que la maison était dans un sale état. Faut imaginer que quand Napoléon est nommé, quand Napoléon est exilé, les Anglais ont été un peu pris de court. C'est-à-dire que Napoléon se rend aux Anglais, il espère qu'ils vont le mettre dans un beau domaine anglais, mais non, les Anglais ne veulent pas que Napoléon refasse le coup de l'île d'Elbe, et décident de l'exiler le plus loin possible, dans un endroit isolé, impossible, qui était Sainte-Hélène. Mais rien n'est prêt pour l'accueillir quand il débarque. Donc on lui donne une maison qui est une maison estivale du gouverneur, mais qui n'est pas faite pour supporter les rigueurs du climat de Sainte-Hélène durant l'hiver. C'est une maison qui est battue par des vents d'est très forts, par une pluie qui est d'une construction légère, l'eau suinte, c'est infesté de rats. Les marins de la Navy, du bateau qui ont amené Napoléon vont essayer d'améliorer le bâtiment, mais ils pensaient que c'était provisoire, et d'ailleurs, ils ont construit un nouveau palais pour Napoléon, qui était plus digne de son rang, sauf que Napoléon refusera de l'habiter parce qu'il estimait qu'il était prisonnier des Anglais et qu'il ne voulait pas de cette prison. Il préférait rester dans ce cachot, disait-il, de Langham. Alors, il y est resté d'octobre 1815 à sa mort le 5 mai... de décembre 1815. Décembre 1815 au 5 mai 1821. Oui, absolument. Qu'est-ce qu'il faisait de ces journées ? Alors, au début, d'abord, il pensait que ça serait provisoire, que c'était un exil qui allait durer quelques années, et puis qu'il reviendra en Europe. Jusqu'au jour, au traité d'Aix-la-Chapelle, il a compris que les coalisés, les Autrichiens et son beau-père ne leveraient pas la main et ne feraient pas un geste pour le faire revenir. Les Anglais, les Allemands ont décidé et quand il a compris, il est tombé dans une déprime profonde. Ce qu'il a fait là-bas au début, des promenades à cheval. Il avait quand même un certain rang. Il y avait des militaires qui l'avaient accompagné, le maréchal Bertrand, le général Gourgaud, le général Montholon, et donc des promenades à cheval. Mais très vite, il s'est heurté à un gouverneur qui l'appelait le général Buonaparte. Il avait perdu son titre d'empereur, et on l'appelait même pas Bonaparte, mais Buonaparte du nom corse. Et donc, il s'ennuyait beaucoup, jusqu'au jour où il a décidé de dicter ses mémoires. C'est ces généraux qui ont dit, on a un témoin de première main, et il va raconter toute sa vie même, sa vie d'enfant corse, à l'école de Brienne, puis après son ascension de général, sa nomination d'empereur, etc. Et ses batailles militaires. Et après il tombe malade ? Alors il est déjà pas en très bonne forme, mais il va tomber malade parce que le climat est détestable sur l'île. Il va tomber malade gravement une cinquantaine de jours avant sa mort. L'autopsie diagnostiquera un cancer de l'estomac. Alors aujourd'hui, est-ce que sur Sainte-Hélène, l'esprit de Napoléon est toujours très présent ? Alors, les Anglais sur place les Helléniens, n'ont pas commencent à mesurer l'importance qu'a Sainte-Hélène. Quand vous allez à Sainte-Hélène, on ne vous parle pas tout de suite de Napoléon, on vous parle du thon. Ils ont une spécialité culinaire qui s'appelle le fish cakes. C'est très bon, mais c'est pas ça qui va faire venir le touriste. Et simplement, ils commencent à mesurer l'importance du personnage, on commence à leur apprendre à l'école, et puis ils ont un intérêt, ils ont un aéroport, ils espèrent qu'ils vont pouvoir développer le nombre de lignes, et le tourisme napoléonien serait un tourisme intéressant à promouvoir. Donc, aujourd'hui, c'est combien de touristes par an ?
C'est 2000 touristes par an. 2000 touristes par an, plutôt des Anglais, plutôt... C'est majoritairement des Anglais et des Napoléoniens, on va dire. Et il n'y a pas de Français, quelques Français. Moi, quand je suis reparti, il y avait un Français, effectivement, qui était l'ancien conservateur du château de Malmaison. Vous voyez, donc c'est... Alors, avant que les cendres soient déplacées aux Invalides, Napoléon a été enterré à Sainte-Hélène. Alors, Napoléon était enterré dans la vallée des Géraniums. C'était un endroit qu'il prisait, un endroit où il avait le droit d'aller se promener à cheval. Il disait que c'était le plus bel endroit de l'île. Ça contrastait avec l'endroit battu par les vents, effectivement, calme, reposant, avec une très belle vue. Et c'est un terrain privé. Il a été enterré là, sous une dalle qui ne portait pas de nom. C'est-à-dire qu'on a les Français qui veillaient sur lui et le gouverneur n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Il n'y a pas marqué empereur, donc c'était une dalle entourée d'une grille en fer forgé. Et il reste quelque chose de ce tombeau ? Il reste le tombeau. Le tombeau. Il est toujours là, il est extrêmement visité. À chaque fois qu'un bateau, la marine nationale accoste, il y a une cérémonie militaire avec levée des couleurs et fanfare, et clairon. C'est assez étonnant. Michel d'Ancoine, le consul, dit « Je suis le gardien d'un tombeau vide ». C'est le titre de son autobiographie, d'ailleurs, que j'invite à lire, parce que c'est un ouvrage très, très intéressant. Mais même si l'empereur n'est plus là, même si ses restes ne sont plus là, il se dégage quelque chose. On va dire que son fantôme hante encore les lieux. Alors, est-ce que les habitants sur place, qui sont britanniques, ils ont finalement de l'affection pour Napoléon ? Ils ont oui, en partie parce que ils savent que ces conditions de détention n'ont pas été à la hauteur du rang qu'il aurait dû avoir. Il y a eu d'autres prisonniers sur l'île. Napoléon n'a pas été le seul prisonnier politique. Les Anglais, dans leur politique coloniale, se sont servis de l'île comme d'une prison. Il y a eu un roi zoulou, par exemple. Le dernier roi zoulou a été incarcéré sur place, mais il était dans une superbe maison. Il a laissé 7 enfants sur l'île. Il avait une garde. Il a trouvé même le moyen d'apprendre à écrire et à lire. Et il faisait venir ses costumes directement d'Angleterre. Il a quitté la tenue traditionnelle des Zoulous pour s'habiller comme un lord anglais. Et il était très très bien vu de la population. Alors, qu'est-ce qu'on fait à Sainte-Hélène pendant 7 jours, hormis cette histoire napoléonienne qui est passionnante ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez rencontré les gens ? J'ai rencontré les gens, bien sûr. Alors, ils sont d'abord d'un contact très facile. Ils vous disent bonjour. Moi, il m'est arrivé de croiser les gens 3 fois dans la journée. Ils me disaient à chaque fois bonjour. Ils vous demandent, ils sont curieux. Tiens, qu'est-ce que vous venez faire là ? D'où vous venez ? Donc, les gens sont effectivement d'un très bon accueil. Mais il y a plein de choses. D'abord, c'est une île volcanique assez tourmentée. Il y a un sommet à 900 mètres. Donc, les amateurs de trek, de rando seront les bienvenus. Il y a une faune et une flore endémiques. Il y a, par exemple, un type d'oiseau qu'on ne trouve que sur cette île. Il y a énormément d'animaux. L'autre chose, c'est un spot de plongée sous-marine. Beaucoup de plongeurs viennent. Et puis, notamment, on peut nager avec des requins-baleines. Les requins-baleines, c'est le plus grand poisson de l'univers, peut atteindre jusqu'à 20 mètres. Et je l'ai fait, c'est assez impressionnant, parce que l'eau est chaude, 25 degrés, la température est fait 25 degrés. Il n'y a jamais de très basse température et jamais de très haute température. 25 degrés l'été, ça descend jamais dessous 20. Donc on peut aller nager avec cette énorme bestiole, ça fait drôle. Pas le droit de les toucher, c'est normal, mais ce sont des animaux assez paisibles, assez curieux qui viennent vous voir. Donc, Et il y a du passage, c'est-à-dire que vous avez vu d'autres touristes en même temps ? Absolument pas, puisque les touristes que j'ai vus, ils étaient avec moi dans l'avion quand on a atterri. Les seuls autres touristes qui peuvent poser pied sur l'île, c'est des bateaux. Il y a quelques voiliers, mais il faut déjà être assez amariné pour se lancer à 2000 km de la première côte. Et est-ce qu'il y a des restaurants, des hôtels ? Il y a des hôtels, il y a 2 hôtels, de très bonne facture d'ailleurs, très confortables. Il y a quelques logements via Airbnb, ça y est, c'est arrivé. Quelques restaurants, mais la capacité touristique pour le moment est assez réduite. Ils comptent sur la ligne aérienne pour faire venir du monde et ont des plans pour développer effectivement le tourisme, construire un nouvel hôtel et de nouveaux lieux de restauration. Alors vous êtes retrouvé sur place pour aller écrire des articles. Qu'est-ce que vous avez ramené dans votre besace ? Qu'est-ce que vous envisagez de raconter aux lecteurs ? Raconter aux lecteurs, je suis allé notamment voir
une classe, la classe de français du collège, du Prince Andrew College comme à Jamestown, où il y a 300 élèves, une classe de troisième, et je suis allé voir la classe de français. Le troisième francophone, c'est le prof de français, qui est une Anglaise d'ailleurs, qui a débarqué il y a 6 mois. Et je voulais voir un petit peu avec ces jeunes Héléniens, qu'est-ce que ça fait quand on a... alors là, ils n'ont pas 18 ans, ils avaient 14 ans, mais c'est quoi les perspectives quand on est jeune sur cette île-là? Et j'aurais demandé, est-ce que vous comptez travailler là? Ils étaient 20 dans la classe, il y en a 5-6 qui ont dit oui, on va rester là. Tous les autres veulent partir. Qu'est-ce qui les fait rêver alors? C'est quel pays les fait rêver? C'est l'Afrique du Sud qui est en face? C'est l'Angleterre? Ascension. Ascension. La base militaire, parce que ça paye très bien. Les îles Malouines, qui sont à 3000 km de là, mais parce que leurs parents, en fait, ont émigré comme ça. C'est-à-dire que leurs parents, quand ils ne trouvaient pas de boulot sur place, sont allés d'abord à Ascension, aux Malouines, parce que les Anglais ont affirmé leur présence après la guerre, donc ils ont eu besoin de main-d'œuvre. Et puis l'Hélénien est une bonne main-d'œuvre. Le troisième pays, c'est l'Afrique du Sud, et puis le Royaume-Uni. Il y en a un qui m'a parlé de Dubaï, mais je pense que je suis pas sûr qu'il savait exactement où c'était. Est-ce qu'il voit souvent des journalistes? Assez, oui, parce que c'est alors beaucoup de journalistes britanniques, parce que c'est fascinant. Et puis, il y a quand même la marque Napoléon. Tous les articles que j'ai pu lire avant de partir là-bas commencent toujours autour de Napoléon. C'est Napoléon qui fait venir... mais il y a comme si... Il y a une autre histoire assez extraordinaire. Je vous disais qu'il y a eu d'autres prisonniers sur l'île. Il y a eu des Boers, par exemple. Pendant la guerre des Boers en Afrique du Sud, les Anglais ont parqué là 6000 prisonniers. Qui leur faisaient la guerre. Il y a 80 qui sont morts d'ailleurs. Il y a un cimetière, ils sont restés là. Et donc, mais il y a surtout un trafiquant de drogue qui a été arrêté en 1991, qui a été condamné quand même à 9 ans de prison, mais il s'est évadé. C'est le seul évadé de Comment s'évade de Sainte-Hélène? Avec des complicités. Avec des complicités. Ils n'ont pas le fin mot de l'histoire. C'est un peu plus loin qu'Alcatraz de la côte. Ah, c'est beaucoup plus loin qu'Alcatraz de la côte. Alors, il a raconté une histoire, parce qu'il s'est évadé, il est allé jusqu'au Brésil. Il a raconté une histoire comme quoi il avait soudoyé un Hélénien pour lui construire un radeau. Il est parti il s'est fait fabriquer une fausse clé, en utilisant du savon pour mouler la clé de la cellule. Il est parti dans la nuit de Pâques, du dimanche au lundi de Pâques, où il n'y avait pas grand monde. Il a récupéré son bateau et il est parti à 3000 km pour atterrir accoster sur les côtes du Brésil à 3000 km de là. En à peine un mois, non, sont sceptiques. Il y a eu un autre prisonnier qui a partagé sa cellule avec lui, qui était un Sud-Africain, néerlandophone, qui avait un bateau. Et comme par hasard, qui a été élargi avant le trafiquant de drogue en question, qui a prétexté des ennuis de batterie pour ne pas pouvoir partir, et qui est parti le jour, comme par hasard, où le trafiquant a disparu. Donc, il pense plutôt que l'homme a embarqué avec lui, et il est allé au Brésil. Et la législation sur la drogue n'est pas la même. C'était un trafiquant de cannabis, un commandant de bateau. Personne n'a su me dire s'il était toujours en vie. Il aurait été rapatrié aux Pays-Bas. Alors vous êtes journaliste, est-ce que sur place il y a des médias? Il y a 2 radios locales, une radio qui est payée notamment par un milliardaire hélénien qui a fait fortune et qui vient de temps en temps avec son jet privé, et qui laisse toute liberté à la presse sur place. C'est une radio assez... un peu comme les radios des îles, je ne sais pas si... moi, je connais bien, par exemple, Radio Freedom à La Réunion, où on fait appel beaucoup à l'auditeur. Il y a beaucoup de bénévoles qui travaillent dans... Et puis sinon, il y a deux hebdomadaires locaux. Sainte-Hélène, c'est un territoire britannique, vous l'avez dit. Est-ce qu'ils suivent, par exemple, l'actualité européenne? Le problème de Sainte-Hélène, c'est qu'elle a la télé depuis 5 ans. Il n'y avait pas de chaîne de télé. Elle ne produit pas d'émissions, Sainte-Hélène. Ce sont essentiellement des chaînes sud-africaines et des chaînes anglaises. Bien sûr, il y a des chaînes d'infos continues. Alors, ils suivent l'actualité. Ils sont inquiets, par exemple, pour le Brexit. Ils n'ont pas voté pour le Brexit. Ils n'étaient pas directement concernés parce que c'est
ça fait partie du Royaume-Uni, mais ça ne fait pas partie de la Grande-Bretagne. C'est les subtilités de la politique anglaise. Ils sont inquiets du Brexit parce que l'Angleterre, via l'Europe, leur amenait des fonds assez importants, de l'ordre de 20 millions d'euros, qu'ils vont perdre. 20 millions d'euros, c'est une part significative du budget qu'il faudra compenser. Londres a dit qu'il continuera à donner de l'argent, parce que l'île vit sous perfusion financière de la mer Patricia. Parce qu'il n'y a aucune ressource, à part la pêche. À part la pêche, mais c'est des petits bateaux, c'est de la pêche côtière, hein, c'est pas des bateaux-usines. Un petit peu de tourisme. L'agriculture, pas du tout. L'agriculture, quasiment pas. Ils importent tout on fabrique pas de yaourt, par exemple. Tout vient d'Afrique du Sud. Une fois par mois, il y a un cargo qui amène ses conteneurs, qui les débarque à Jamestown. Et est-ce qu'il y a des habitants de Sainte-Hélène qui viennent finalement visiter les Invalides quand ils partent en Europe ? Alors, c'est les quelques Héléniens qui sont venus. D'abord, c'est cher et loin. Faut imaginer que quand vous partez, ça va durer plus d'une semaine. C'est minimum 15 jours à 3 semaines. Quand vous partez, vous ne pourrez revenir que d'une semaine plus tard. Si vous allez en France. Donc, quand ils viennent à Paris, effectivement, les quelques Héléniens que j'ai vus qui viennent à Paris vont voir les Champs-Élysées, le Louvre et les Invalides pour aller voir Ils ne peuvent pas s'empêcher d'aller sur le tombeau de Napoléon. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est typique de Sainte-Hélène ? Il y a une chose extraordinaire. Sainte-Hélène produit le café le plus cher au monde. Napoléon disait la seule chose de bonne sur cette île, c'est son café. Et effectivement, Sainte-Hélène produit quelques hectares de café. Il y a 3 producteurs. Et ils produisent un café qui est vendu au grand magasin Harrods, 80 €. Oui, c'est ça, 80 € les 100 grammes. Et vous l'avez goûté ? Alors, oui, j'en ai goûté, bien sûr. J'en ai même ramené, mais pas à ce prix-là, heureusement. Il est quand même à 10 livres anglaises les 125 grammes, ce qui fait cher. Oui, alors, quand j'ai rencontré un des producteurs de café qui rigole autour de la littérature quand on lui parle de son café, les gens qui trouvent des choses extraordinaires, qui décrivent dans de grandes envolées lyriques le goût de ce café, il peut dire, mon café, il est bon, c'est du café, quoi. Il a le goût de café, c'est tout. Mais il est bon ? Et il est bon, effectivement, il est bon. Alors, c'est un café qui a cette particularité que c'est un moka qui vient du Yémen, et c'est sans doute la graine originelle qui n'a subi aucune transformation, où il a été planté au XVIIe siècle par les Anglais. Et il a été en sommeil pendant des décennies, et il y a 20 ans, quelqu'un a décidé de relancer cette activité. Et le producteur que j'ai rencontré, c'est un retraité, c'est assez extraordinaire. C'était un entrepreneur britannique qui venait passer ses vacances à Sainte-Hélène, qui s'est dit « je passerai ma retraite là ». Mais comme il avait peur de s'embêter, il s'est lancé dans le café. C'est lui qui vend son café 81 € les 100 grammes à Harrods. Mais c'est pas des tonnes, il fait 500 kilos par an, vous voyez, c'est très peu. Alors du haut de votre longue carrière, il y a énormément de reportages. Est-ce que celui-là a eu un goût vraiment particulier ? Alors parce que... c'est mon dernier, alors effectivement, il aura un goût particulier, mais j'ai effectivement... je n'ai pas été déçu du tout. Je m'attendais à d'avoir quelque chose d'exceptionnel, et j'ai vécu quelque chose d'exceptionnel. C'est assez émouvant de se trouver sur des lieux historiques. D'abord parce que la maison de Napoléon, on vous montre son lit de mort. La maison était reconstituée telle qu'elle l'était au matin du 5 août quand Napoléon est mort. La seule chose qu'on a ajoutée, c'est la chapelle mortuaire, la chambre mortuaire. Mais sinon, c'est très émouvant. Et puis, je m'attendais pas à trouver une population aussi attachante, aussi sympathique, qui d'abord est honorée que vous veniez la voir. Ils sont des Héléniens. Hein. Les jeunes qui vont partir faire leurs études ou travailler reviendront. Ils viendront passer leur retraite là. On m'a dit, et j'ai rencontré des gens qui, une fois qu'ils avaient gagné suffisamment d'argent, revenaient au pays, se construisaient une maison. Ils sont quasiment tous propriétaires de leur maison. Et puis, vivaient un petit peu de subvention en attendant la retraite. Voilà. Je ne voudrais pas qu'on termine sans préciser que cette île a été découverte par un navigateur portugais. Absolument. Le jour de la Sainte-Hélène. C'est pour ça qu'elle s'appelle Sainte-Hélène. Voilà, merci beaucoup Michel Derrien, c'était passionnant. Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts de Ouest France.